Bonjour à vous. Comme d'habitude, si cette vidéo vous a plu, un petit pouce, un abonnement, un commentaire, c'est important pour moi. Éventuellement un petit don, lien dans la description si vous appréciez mes vidéos, bien sûr. N'oubliez pas aussi de vérifier vos abonnements puisque YouTube a tendance à désabonner mes abonnés. Donc vérifiez que vous êtes bien abonné, que vous avez cliqué sur la petite cloche concernant YouTube pour ne rien manquer. Voilà, merci à tous de votre soutien à cette chaîne. Donc là, c'est le point sur l'Ukraine du 2 mars 2024 avec comme titre principal, Sergueï Shoigu nous dévoile le nombre de morts exact, d'après les Russes, concernant les soldats ukrainiens tués. Et il dévoile 444 000 morts. Donc ça, c'est le premier grand titre. On va en discuter plus longuement parce qu'il a dévoilé bien d'autres faits très intéressants. Et l'autre information très intéressante, bien sûr, c'est la mort de Navalny. Et là, surprise, on a Boudanov, le chef du SBU, qui dévoile dans Ukrainska Pravda, donc un des principaux journaux ukrainiens, donc au monde, que Navalny est mort de mort naturelle par un caillot de sang. Alors évidemment, par exemple sur LCI en France, ça a fait jaser. Pujadas se demandait mais pourquoi Boudanov sort cela alors que les Russes disaient qu'il n'y était pour rien, donc ça va dans le sens des Russes. Alors LCI se demandait pourquoi. Moi je vais vous révéler pourquoi. Bon, d'après les rumeurs que j'ai eues, les rapports russes que j'ai eus, je vais vous dire pourquoi Boudanov a sorti cela. Au mauvais moment, bien sûr. Et autre information très très intéressante, c'est l'article du New York Times qui dévoile qu'il y a 12 bases secrètes de la CIA, donc qui sont là depuis bien des années en Ukraine, et donc qui dévoile les intrications secrètes entre la CIA, le MI6 et le Main Directorate of Intelligence. Donc le Main Directorate of Intelligence, c'est l'équivalent de la CIA, mais ukrainienne. Voilà. Et donc, bien le New York Times dévoile tout ça. Alors c'est à tomber par terre, parce que tout ce que disaient les complotistes, entre guillemets, c'est-à-dire moi, Xavier Moreau, Asselineau, Dupont-Aignan, Jacques Beau, et bien d'autres encore, hein, bien évidemment, eh bien on avait raison. C'est-à-dire que la CIA, pour ne parler que de la CIA, mais bon, ça c'est ce que dévoile le New York Times, mais moi, dans les anciens points sur l'Ukraine, il y a aussi les services secrets allemands et les services secrets français, bien évidemment, pour parler des principaux, parce qu'il y a aussi le service secret estonien, polonais, roumain, tchèque, voilà, depuis 2014, tout ce petit monde était là déjà pour aider à ce que le coup d'État américain de 2014 à Kiev se passe bien, hein, que Yanukovych, l'ancien président ukrainien, soit bien viré, que Porochenko puisse prendre le relais sans problème, que les groupes néo-nazis puissent prendre le pouvoir en Ukraine. Ah fallait du monde, hein, parce que c'était un grand pas quand même, hein. Faut pas oublier que plus tard, Zelensky a été élu pour faire la paix avec la Russie afin que l'Ukraine soit en paix et qu'il a fait absolument tout l'inverse. Donc fallait quand même une énorme propagande au sein de l'Ukraine pour changer la mentalité ukrainienne qui voyait les Russes comme des frères. Donc pour changer tout ça, fallait faire fort quand même, hein. Donc maîtrise totale des médias, lavage de cerveau pour des années et des années pour bien retourner l'opinion publique ukrainienne. Et oui, bon, ça a marché qu'à demi, hein, bien sûr. Mais voilà, donc le New York Times révèle cela. C'est absolument énorme, absolument énorme.
Donc, on va parler de tout ça, bien sûr, parce que c'est comme les Nord Stream. Vous voyez, là, il y a très récemment, Dupont-Aignan, à la télé, sur un plateau télé, a dit comme ça que les Nord Stream, c'était les Américains qui avaient fait exploser les Nord Stream, tout le monde le savait. Et là, les journalistes n'ont pas relevé. Ils n'ont pas dit, mais qu'est-ce que vous dites? Mais c'est faux ce que vous dites, c'est du complotisme. Ils l'ont pas arrêté, Dupont-Aignan, ils l'ont laissé parler. Voilà. Donc ça y est, toutes les sales affaires des États-Unis, c'est comme la guerre d'Irak, hein. Oh, là, avant, fallait 10-15 ans pour que la vérité arrive, voire même plus longtemps, hein. N'oublions pas la guerre du Vietnam, hein, dans le Tonkin, fabriqué par les États-Unis. Pareil pour la Corée du Nord, fabriqué par les États-Unis qui voulaient une base en Corée afin de toujours pouvoir jeter un œil sur l'Union soviétique. Et oui, donc c'est Jimmy Carter en 1979 qui a lancé les opérations militaires en Afghanistan. Ah ouais, tout le monde l'a oublié, hein. Eh ouais, les Russes n'ont fait que répondre en Afghanistan, hein, aux Américains. Bon, bref, vous voyez, c'est toujours les Américains qui débutent les guerres en réalité. Pareil donc pour l'Irak, la Syrie, la Libye, voilà, le Yémen via l'Arabie Saoudite, mais des pays d'Afrique, hein, bien sûr, comme au Congo, comme en Éthiopie, et j'en vous en passe des vertes et des pas mûres. Bref, là je commence à digresser là. Bon, bref, vous m'avez compris, on va parler de tout ça et de bien d'autres choses très très intéressantes. Comme par exemple Olaf Scholz, qui a rebondi immédiatement après l'annonce tonitruante de Macron qui disait que peut-être il y aurait des troupes de l'OTAN qui iraient en Ukraine. Donc Olaf Scholz a dit non, il n'y a aucune troupe de l'OTAN qui ira en Ukraine. Bien d'autres chefs d'État européens ont eux aussi rebondi pour dire la même chose qu'Olaf Scholz. Donc bref, Macron s'est fait humilier pour la énième fois. Alors les médias ont essayé d'adoucir la chose en mentant au peuple français carrément, puisqu'il y a certains médias qui ont dit que ah mais non, Emmanuel Macron s'était entretenu avec les chefs d'État, dont Olaf Scholz, avant sur l'envoi éventuel de troupes de l'OTAN en Ukraine. Non, non, il s'en était entretenu préalablement. On vous le confirme, on vous l'assure, on vous confirme. Il mentait allègrement, parce qu'il y a d'autres sources comme l'AFP qui disaient que non, c'est Macron tout seul qui a fait sa petite crise jupitérienne. Bon là c'est moi qui traduis en mes termes, hein. Évidemment ils n'ont pas dit ça comme ça. Mais en gros, bon, ce que disent les autres journaux, on va dire plus crédibles, eux, ils ont dit que bah non, c'est Macron qui avait improvisé sur ce coup-là et que les autres chefs d'État n'étaient pas du tout au courant. D'où le fait que bah ils ont rebondi immédiatement pour le désavouer. D'où l'humiliation de Macron. Donc vous voyez ce que sont capables de faire certains médias français que je ne vais pas nommer, qui carrément mentent, mais mentent de manière sans vergogne pour dire oui, tout était préparé déjà à l'avance, tout le monde était au courant. Bah, vous vous doutez bien que si tout le monde était au courant, la plupart des chefs d'État européens n'auraient pas immédiatement rebondi en disant non, on n'enverra jamais de troupes en Ukraine. Bien évidemment, faut pas prendre les gens pour des imbéciles. Mais bon, bref, je m'écarte un petit peu de ce que je voulais vous dire. Donc Olaf Scholz, déjà, il balance ça. Ensuite, il balance que non, il n'enverra pas de missiles Taurus en Ukraine. Et parce qu'il ne veut pas être belligérant, l'Allemagne ne veut pas être belligérante avec le conflit russo-ukrainien. Mais le pire est à venir. Après, c'est terrible. Dans un journal allemand que j'ai lu, et je vais vous montrer l'article, bah, qu'est-ce qu'il révèle? Non seulement il n'enverra pas de missiles Taurus, mais en plus il dit oui, nous les Allemands on fera pas comme les Anglais. Les Anglais, eux, ils sont là. Il y a déjà des troupes anglaises sur place pour envoyer les Storm Shadow contre les Russes. Nous, on veut pas faire ça.
Mais les Français aussi, les Français, ils ont aussi des hommes qui envoient des missiles déjà sur place, des soldats déjà sur place. Vous imaginez le scandale? Et là, vous avez noté qu'aucun grand média occidental, pardon, n'en a parlé. Les grands médias ont juste repris qu'Olaf Scholz a désavoué Macron en disant qu'il n'y aurait pas de troupes de l'OTAN en Ukraine, envoyées bien évidemment, et qu'il n'enverrait pas de missiles Taurus. Et c'est tout. Ils s'en sont arrêtés là, les grands médias occidentaux. Alors pour éviter qu'il y ait une fracture totale au sein de l'Union européenne, ils se taisent sur ce fait-là. Alors bon, je dis pas qu'aucun média n'en a parlé. Bon, moi j'en ai pas eu connaissance, mais bon, je suis pas tous les médias non plus, hein. Peut-être que je me trompe, hein. J'en ai pas entendu parler. Encore une fois, je ne suis pas tous les médias non plus, hein. Mais bon, bref, vous voyez la fracture déjà entre la France et l'Allemagne, qui était déjà énorme. Là, ça devient béant. Imaginez-vous la France et l'Allemagne, imaginez-vous la tête des Anglais. La tête des Anglais. Parce que eux, ils étaient visés en premier lieu par Olaf Scholz et de manière directe et extrêmement claire, sans ambiguïté. Olaf Scholz, après, il a ajouté les Français, mais vite fait. Mais voilà, c'est extrêmement étonnant. On va regarder tout ça, bien évidemment. Je vais vous montrer l'article, bien sûr. Bon, comme d'habitude, cette vidéo est en 3 parties. Vous avez les informations générales qui seront suivies de la conclusion. Et enfin, la carte militaire afin que vous sachiez ce qu'il se passe sur le terrain. Là, je vous dis tout de suite, en gros, là, sur tout le front, les Russes avancent beaucoup plus que d'habitude. Donc le craquage d'Avdiivka a fait que les Russes sont sur un élan. Et là, sur tout le front, ils avancent. Alors évidemment, ils avancent un peu plus que d'habitude, mais il n'y a pas de grande percée, hein, bien sûr. Sur Avdiivka particulièrement, ils avancent beaucoup, beaucoup plus vite que sur le reste du front. Donc là, ils sont sur un élan très fort vers l'ouest d'Avdiivka. Ils sont sur un élan très très fort. Et là, bon, évidemment, ils s'aperçoivent avec une grande surprise qu'aucune ligne de défense n'a été préparée par les Ukrainiens dans l'ouest d'Avdiivka. Donc ils avancent tranquillement, j'ai envie de vous dire. Bon, pour le reste du front, ils n'avancent pas tranquillement, il y a quand même une résistance, mais ils avancent plus rapidement que d'habitude. Encore une fois, pas de grande percée. Voilà, donc on va commencer, comme d'habitude, par les articles. Alors on va commencer très fort avec un article du New York Times qui dit « La guerre des espions, comment la CIA aide secrètement l'Ukraine à combattre Poutine ». Depuis plus d'une décennie, les États-Unis entretiennent avec l'Ukraine un partenariat secret en matière de renseignement qui est désormais essentiel pour les deux pays dans leur lutte contre la Russie. Je pourrais m'arrêter là. Dans le titre, tout est dit. Tout est dit dans le titre. Voilà. Alors moi, ça fait 2 ans que je vous le dis, et j'en veux pour preuve les vidéos que j'ai faites, qui sont sur Odyssée, pas sur YouTube, parce qu'entre-temps, ma chaîne a été supprimée, et peut-être d'ailleurs, peut-être pour cela, hein, qui sait, hein, pour toutes les vidéos que j'avais faites. Bon, en tous les cas, ma chaîne a été supprimée. Voilà, il y a un peu plus de 9 mois maintenant. Et donc moi, dans ma vidéo que j'avais faite, qui est délicate, on va dire, je vous avais dévoilé les 30 biolabs en Ukraine. Et là, je vous avais dévoilé ça il y a plus d'1 an et demi. C'était peu après le début de la guerre. La vidéo est sur Odyssée, hein. Et puis c'est marqué dans le titre, hein, les biolabs. Donc vous pouvez pas le manquer. Et donc dans cette vidéo, je vous parlais des biolabs, donc, qui a été conçu par donc le département de la défense américain pour faire des virus de guerre. Et à ce moment-là, quand la Russie a commencé l'opération militaire spéciale, ils ont découvert les biolabs et les documents qui étaient dedans. Et ils les ont dévoilés au grand public avec force détail. Donc utilisation des oiseaux migrateurs qui vont vers le nord pour leur injecter un virus de guerre afin de contaminer les Russes. Voilà.
Et bon, évidemment, c'est qu'un exemple parmi des dizaines d'autres, hein. Voilà. Et donc, ça a fait grand bruit. La Russie à l'ONU a demandé une enquête internationale. Et surtout, la Chine, qui a été la plus bruyante, a demandé une enquête internationale concernant ces biolabs. Et qu'est-ce que ça a fait? Ça a fait que Victoria Nuland a été inquisitionnée au Congrès américain pour qu'elle s'explique concernant les biolabs. Bon, l'épreuve étant tellement écrasante, elle a dû admettre qu'effectivement, il y avait les biolabs construits par les Américains en Ukraine, mais elle a juré ses grands dieux que ce n'était pas pour nuire à la Russie, mais simplement pour travailler avec les Ukrainiens pour faire des vaccins, voilà, pour aider l'État ukrainien à la bonne santé du peuple ukrainien. Voilà. Sauf que la Russie a montré des documents, malheureusement qu'en russe, qu'en fait il kidnappait des enfants ukrainiens ou des gens, on va dire, dans les campagnes ukrainiennes complètement perdus et évidemment uniquement dans les zones du Donbass, comme par hasard, c'est-à-dire uniquement dans les zones russophones, et qu'il se permettait donc de faire des kidnappings et de faire des tests sur eux. Voilà, bon ça c'est ce que disent les Russes, hein. Évidemment, je ne peux pas confirmer ou infirmer. Mais enfin bref, voilà, déjà ça a fait grand bruit ces biolabs. Bon, alors, quant à l'article, l'article est étonnamment extrêmement disserte sur les liens entre la CIA, le MI6 et les services secrets ukrainiens. Donc, alors, les services secrets ukrainiens, c'est le HUR en termes ukrainiens. C'est le HUR en termes ukrainiens, je dis bien, pas en termes, on va dire, anglais. Donc l'article est absolument gigantesque, hein. Il dévoile, mais alors, il dévoile tout. Bon, évidemment, il dévoile tout. C'est plus, on le sait, tout ce qu'ils disent, on le sait déjà, hein. Donc on a la participation à Maïdan, là vous voyez Maïdan, comment ça a été arrangé par la CIA. Voilà. On a comment Poroshenko a pu être mis en place grâce à la CIA. Donc très bien. On a les exercices entre la CIA et le MI6 en Ukraine, hein, pour fortifier l'Ukraine. Donc là, vous voyez, le HUR, c'est l'équivalent de la CIA, si vous voulez, pour l'Ukraine. L'article est extrêmement long. Extrêmement long. Il est sans fin. Alors, on va passer directement à la conclusion. Bon, évidemment, c'est dans cet article qu'on apprend qu'il y a les 12 bases de la CIA, donc qui étaient pas loin des frontières russo-ukrainiennes. Donc, étonnamment, d'ailleurs, ils n'étaient pas en plein centre de l'Ukraine ou vers Lviv ou vers Kiev. Non, non. Donc, évidemment, c'était pour mieux espionner la Russie. Donc, tout ça c'est dévoilé dans le New York Times. Mais le New York Times dévoile surtout que la CIA projette de plus s'éterniser en Ukraine, étant donné que ça se passe mal, parce que les bases secrètes, imaginez-vous si le GRU ou le FSB tombe sur ces bases secrètes. Donc, il y a tous les renseignements qu'ils pourraient prendre. Donc, en gros, ils quittent tout. Évidemment, ils détruisent certainement tous les documents, etc. Bref, voilà. Bon, on apprend aussi que William Burns, donc, est très récemment parti à Kiev voir Zelensky pour le rassurer, en lui disant, bon, en gros, moi, d'après ce que j'ai lu, hein, alors c'est des rumeurs, hein, mais en gros, d'après ce que j'ai lu, c'était pour le rassurer en disant que vous inquiétez pas, la CIA sera toujours avec vous quoi qu'il arrive. Mais bon, en attendant, on va peut-être pas rester longtemps dans le coin, parce que si la Russie fait comme tombe sur les bases secrètes de la CIA comme ils sont tombés sur les biolabs, pourtant secrets, hein. Voilà. Pareil, Victoria Nuland au Congrès a dit: ah, mais c'était pour faire des vaccins pour les Ukrainiens. Et puis il y a un sénateur qui demande à Victoria Nuland: mais alors pourquoi vous avez tenu ça secret pendant plus de 15 ans? Pourquoi ce financement vient du Pentagone et non pas des services normaux du gouvernement américain? Pourquoi ça vient du Pentagone? Pourquoi c'est dans une boîte noire ce financement?
Et pourquoi le Congrès n'a pas été au courant, ni le Sénat? Donc évidemment, Victoria Nuland répond à côté de la plaque, parce que voulez-vous qu'elle dise? Mais elle ne craint rien, ça fait partie des piliers de l'État profond. Donc c'était assez drôle. Et le plus drôle, c'est que moi j'ai fait une vidéo sur les biolabs et je vous avais montré l'extrait vidéo, alors en vidéo, hein, où elle est cuisinée au Congrès. Donc allez sur ma vidéo concernant les biolabs et Victoria Nuland, j'ai fait une vidéo exprès, c'est sur Odyssée. Je vous rappelle que ma chaîne Analyse du Monde a été supprimée il y a 9 mois par YouTube. Bah peut-être parce que je dis tout dans mes vidéos ce genre de choses, peut-être. En tous les cas, voilà, donc je vous ai dit qu'on allait passer directement à la conclusion, parce qu'évidemment c'est toujours le plus croustillant. Donc on va lire uniquement la fin. Donc avant l'invasion, la CIA et le MI6 avaient formé leur homologue ukrainien au recrutement de sources et à la constitution de réseaux clandestins et partisans. Dans la région méridionale de Kherson, occupée par la Russie dès les premières semaines de la guerre, ces réseaux partisans sont entrés en action, selon le général Kondratyuk, assassinant des collaborateurs locaux et aidant les forces ukrainiennes à cibler les positions russes. C'est très clair, hein. Ça, c'est tout à fait normal comme procédure d'assassiner des collaborateurs locaux? Je crois pas. En janvier 2022, des espions ukrainiens ont vu des convois russes se préparer à traverser un pont stratégique sur le fleuve Dniepro et ont prévenu le MI6. Les agents du renseignement britannique et américain ont ensuite rapidement vérifié les renseignements ukrainiens à l'aide d'images satellites en temps réel. Le MI6 a relayé la confirmation et l'armée ukrainienne a ouvert le feu avec des roquettes, détruisant les convois. Au bunker souterrain, le général Dvotersky a déclaré qu'un système antiaérien allemand protège désormais contre les attaques russes. Donc là, voilà, on a les Allemands qui sont bien là, sur place. Donc Olaf Scholz, il peut se moquer des Britanniques et des Français, mais les Allemands sont bien sûr aussi en réalité sur le terrain. Un système de filtration d'air protège contre les armes chimiques et un système d'alimentation dédié est disponible en cas de panne du réseau électrique. La question que certains agents des renseignements ukrainiens posent désormais à leur homologue américain, alors que les républicains à la Chambre se demandent s'il convient de supprimer des milliards de dollars d'aide, est de savoir si la CIA les abandonnera. C'est ça qu'il faut retenir. Cela s'est déjà produit en Afghanistan et cela va maintenant se produire en Ukraine, a déclaré un officier supérieur ukrainien. Donc déjà, les Ukrainiens se posent la question. Les États-Unis nous bloquent nos 60 milliards de dollars et on se pose la question si la CIA va nous abandonner. Faisant référence à la visite de M. Burns à Kiev la semaine dernière, un responsable de la CIA a déclaré « Nous avons démontré un engagement clair envers l'Ukraine pendant de nombreuses années et cette visite était un autre signal fort que l'engagement américain se poursuivra. » La CIA et la HUR ont construit 2 autres bases secrètes pour intercepter les communications russes et combinées aux 12 bases d'opérations avancées qui, selon le général Kondratyuk, sont toujours opérationnelles. La HUR collecte et produit désormais plus de renseignements qu'à aucun autre moment de la guerre, beaucoup plus dont il le partage avec la CIA. Vous ne pouvez obtenir de telles informations nulle part sauf ici et maintenant, a déclaré le général Dvorsky. Voilà. Et donc ici c'est marqué que voilà que peut-être un officier supérieur ukrainien a dit voilà la question de savoir est-ce que la CIA va les abandonner. Et moi d'après ce que j'ai lu dans les rapports, c'est que en fait Boudanov n'est pas né de la dernière pluie ni Zelensky. Donc Burns est arrivé à Kiev pour les rassurer, mais en gros il ne l'aurait pas cru. Et c'est pour ça que Boudanov, en tant que représailles, pour donner un signe de mécontentement, a dit au monde entier que Navalny a été, on va dire, mort, est mort naturellement, par un caillot de sang. Donc, confirmant ce que disaient les Russes.
hein, le coup du caillot de sang, comme je vous l'avais dit il y a 2 semaines. Voilà, tout ça pour dire aux Américains, ben voilà, voilà la petite représaille que je vous fais gentiment. Mais moi, il y a d'autres rapports russes que j'ai lus qui disent qu'en fait, Boudanov a menacé Burns en disant, écoutez, vous, la CIA et les États-Unis, si vous nous lâchez maintenant, moi, je vais tout dévoiler, je vais dévoiler les grands secrets que nous avons sur vous et je vais les dévoiler au monde entier. Donc, vous n'avez pas intérêt à nous lâcher. Voilà, c'est ce qu'aurait dit Boudanov selon les rumeurs. Voilà, c'est après les rapports russes, selon les rumeurs, à Monsieur Burns, donc le chef de la CIA. Voilà ce qu'on pouvait dire sur cet article. Alors maintenant, on va regarder l'article de Ukrainska Pravda, donc un des principaux journaux ukrainiens. Et que nous dit Ukrainska Pravda? Le chef du renseignement de défense ukrainien affirme que Navalny est mort de cause naturelle. Kirilo Boudanov, chef du renseignement de défense ukrainien, c'est-à-dire le SBU, a déclaré que l'opposant russe Alexei Navalny était mort de cause naturelle, en particulier d'un caillot de sang. Voilà, alors c'est un peu embêtant. Alors là, Boudanov ajoute, en citation, je vais peut-être vous décevoir, mais nous savons qu'il est mort d'un caillot de sang. C'est plus ou moins confirmé. Ceci n'est pas tiré d'Internet, mais malheureusement d'une mort. Voilà. Boudanov a également exhorté les gens à ne pas croire que le régime russe sera renversé naturellement par lui-même, affirmant que sans notre aide, cela serait irréaliste. Il a également déclaré qu'un régime stable en Russie constitue une menace pour l'Ukraine et le monde, et que l'Ukraine continuera à mener des opérations sur le territoire russe. Tant que nous serons en guerre, il y aura des problèmes au sein de la Fédération de Russie, a ajouté Boudanov. Il a en outre annoncé de nouvelles attaques contre des bases russes en Crimée temporairement occupée. J'adore temporairement occupée. Donc vous voyez que Boudanov, voilà pourquoi il sort ça maintenant. Et juste après l'article du New York Times, comme par hasard. Donc ça tend à confirmer les rapports russes que je lis. Parce que je vous rappelle, ça vous paraît anodin comme ça et vous l'avez peut-être pas noté, mais ceux qui sont vigilants, je vous ai dit que il y a 2 semaines, dans un point sur l'Ukraine, je vous avais dit que les rapports russes disaient que la rumeur, c'est qu'il serait mort d'un caillot de sang. Je vous l'ai dit dans un point sur l'Ukraine il y a 2 semaines. Ça veut dire que les rapports russes que je lis, ils sont pas mal au niveau fiabilité. À moins encore une fois que Boudanov, donc le chef du SBU, mente et repris ce que moi j'ai lu des rapports russes et balancé ça à la face du monde juste pour narguer les Américains et pour balancer un petit avertissement aux Américains pour dire regardez, moi je peux balancer contre vous si jamais vous vous retirez complètement d'Ukraine en parlant de la CIA et carrément du gouvernement américain qui laisserait tomber l'Ukraine comme ils avaient laissé tomber l'Afghanistan et comme ils avaient laissé tomber les Vietnamiens du Sud. Voilà, on peut aller loin comme ça. Vous voyez? Donc j'ai envie de vous dire, tout se tient là-dedans. Alors évidemment, on ne peut pas le confirmer, être catégorique en disant c'est ça, on n'a pas de preuves, on n'en aura jamais. Mais le puzzle est cohérent si on suit ce scénario. Donc j'aurais tendance à faire confiance au rapport russe, encore une fois. Là, dans un grand journal allemand, on a Olaf Scholz. Et que dit Olaf Scholz? Des soldats britanniques en Ukraine aident à tirer des missiles, révèle Olaf Scholz. Donc c'était au 28 février. Donc vous avez vu la tête qu'il fait là. L'Allemagne a été accusée d'un abus flagrant des renseignements après avoir révélé que des soldats britanniques soutenaient les forces ukrainiennes en lançant des missiles Storm Shadow à longue portée. Olaf Scholz a déclaré lundi qu'il ne livrerait pas le Taurus, l'équivalent berlinois du Storm Shadow, car cela nécessiterait l'assistance de soldats sur le terrain, et là il a raison, citant l'approche britannique et française avec leur propre système. Monsieur Scholz a fait valoir que suivre le Royaume-Uni ferait de l'Allemagne un participant à la guerre.
Vous voyez un petit peu l'énormité qu'a lancé Olaf Scholz. C'est un acte de trahison à l'Union européenne. Déjà, il trahit les Britanniques et même les Français, en réalité. Et en plus, ce n'est pas une petite trahison. C'est un casus belli, en réalité. C'est comme ça que les Russes peuvent le voir. Parce que là, il a révélé que des soldats britanniques et français opéraient des systèmes de missiles, comme les Storm Shadow ou les Scalp. Alors, évidemment, ce qu'il a dénoncé là, tout le monde le sait. Évidemment, tous les États le savent. La Russie l'a dit il y a plus d'un an déjà de cela. C'est un secret de polichinelle que tout le monde connaît déjà. Faut des soldats du pays pour pouvoir les maîtriser, parce que c'est des systèmes complexes. Ça demande des mois et des mois d'entraînement. Donc en réalité, ce sont des soldats du pays qui contrôlent ces systèmes. Alors pourquoi? L'autre raison aussi, c'est parce que les systèmes de missiles de dernière génération il y a des secrets technologiques, secrets défense. C'est top secret. Donc on va pas donner ça aux premiers Ukrainiens venus. Voilà. En plus, sachant que le pays est ultra corrompu, évidemment que les Ukrainiens, pour de l'argent, pourraient vendre les secrets, bien entendu. Donc ça n'a jamais été opéré par des Ukrainiens en réalité. Mais tout le monde sait cela déjà. Tout le monde sait cela. C'est comme les patriotes. Ça, tout le monde sait que c'est pas les Ukrainiens qui opèrent les patriotes, mais ce sont des Américains, des Allemands, bien évidemment, parce que la technologie est top secret, sans qu'on sait tout, c'est classé défense, donc c'est pas possible. Voilà, donc ça pourrait tomber dans les mains d'Ukrainiens corrompus ou que les Ukrainiens fassent des bêtises. Parce que la troisième raison pour laquelle on ne met pas des gens qui ne sont pas experts sur des systèmes comme ça, c'est parce qu'ils pourraient faire des erreurs qui pourraient entraîner une malfonction du système, voire le détruire en faisant une mauvaise maintenance. Et c'est déjà arrivé, je vous ai déjà montré l'article du New York Times où il y avait des gars de la maintenance ukrainiens qui avaient essayé de réparer un Léopard 2 à 6 et au final, en essayant de le réparer, il l'avait encore plus endommagé. Donc, entre guillemets, détruit. Donc, il aurait fallu que le tank soit renvoyé en Allemagne pour être réparé, mais de manière majeure. Voilà, donc ça a été un énorme problème côté maintenance. Et pas qu'un tank en plus, hein. Donc les Allemands s'étaient plaints, ils ont dit ne touchez plus aux chars, parce que vous ne savez pas ce que vous faites. Et comme c'est extrêmement délicat, quand on opère sur des technologies de pointe, eh bien on ne peut pas laisser faire le premier venu, c'est pas possible. Donc tout ça, ce sont des secrets de polichinelle. Olaf Scholz a dévoilé cela, c'est bien. Il faudrait qu'il aille plus loin et qu'il dise que ce sont bien les Américains qui ont fait sauter les Nord Stream. Et là, j'aurais dit très bien Olaf Scholz. Alors maintenant, on a un article de Big News Network et que nous dit-il? L'Allemagne ne sait pas où sont passées ses armes en Ukraine selon le Spiegel. Berlin n'a mené aucune inspection sur la destination de ces énormes livraisons d'armes à Kiev l'année dernière selon le rapport. Le gouvernement allemand a vérifié qu'à 2 reprises où étaient passées les armes qu'il avait envoyées à l'étranger en 2023, a rapporté vendredi le Spiegel, qui est, on peut dire, le plus grand journal allemand. Citant des responsables, pendant ce temps, l'aide militaire massive de Berlin à Kiev est également restée sans surveillance. Les décideurs politiques allemands s'appuyant sur les assurances des responsables ukrainiens. Vous imaginez l'irresponsabilité totale du gouvernement allemand. C'est absolument terrible. Le ministère de l'économie a fourni ces informations en réponse à une demande du député du Bundestag, Sevim Daggelen, qui est désormais membre du parti BSW récemment formé et fondé par la députée Sarah Wagenknecht. Ce dernier, souvent décrit comme l'icône de la gauche allemande, a vivement critiqué
les livraisons d'armes à Kiev. Citant la réponse, Der Spiegel a noté que Berlin avait vérifié la localisation des armes légères envoyées à Taïwan en janvier 2023 et qu'en juin, elle avait procédé à une inspection militaire au Cap-Vert. Les responsables allemands ont insisté sur le fait que les 2 inspections sur place, destinées à garantir que les armes ne quittaient pas leur destination finale, se déroulaient sans problème. Cependant, en ce qui concerne l'engagement massif de financement de l'armée ukrainienne, il n'y a eu aucun contrôle, a rapporté Der Spiegel, citant le ministre. On va pas tout lire, mais bon, juste ça et on arrête là. Des responsables allemands auraient déclaré que Kiev leur avait assuré que toutes les armes allemandes resteraient dans le pays, ajoutant que toute mesure de vérification ne doit en aucun cas nuire à la défense efficace de l'Ukraine contre l'agression russe en cours. L'Ukraine a reçu 17 milliards d'euros d'aide militaire de l'Allemagne entre janvier 2022 et octobre 2023. Faut ajouter au moins 8 milliards d'euros supplémentaires, selon l'Institut Kiel pour l'économie mondiale. Parallèlement, le gouvernement allemand a approuvé près de 12 milliards d'euros d'exportation d'armes en 2023, établissant ainsi un nouveau record. Donc vous voyez l'irresponsabilité totale du gouvernement allemand à se demander si c'est pas fait exprès. Voilà. S'il n'y a pas des accointances entre les oligarques ukrainiens et des membres du gouvernement allemand, et donc qu'il y ait corruption des 2 côtés. On ne le sait pas. Ça, c'est moi qui fais une hypothèse, hein. Mais c'est tellement grotesque et tellement irresponsable, c'est tellement énorme que peut-être que l'explication la plus simple est la meilleure, c'est-à-dire la corruption du gouvernement allemand. Peut-être. Par les oligarques ukrainiens. Mais évidemment, ce n'est qu'une hypothèse. Là, un article du Figaro du 26 février. Guerre en Ukraine. L'Allemagne refuse de suivre l'exemple de la France sur les missiles. Le chancelier allemand Olaf Scholz ne veut pas livrer de missiles Taurus à Kiev par crainte que le conflit ne s'étende au territoire russe, entraînant potentiellement une escalade. Le chancelier allemand Olaf Scholz a rejeté lundi la demande de l'Ukraine de lui livrer des missiles de longue portée Taurus, affirmant ne pas pouvoir suivre l'exemple de la France et du Royaume-Uni, car ce ne serait pas responsable. C'est une arme de très grande portée, et ce qui fait en termes de ciblage et d'accompagnement du ciblage de la part des Britanniques et des Français ne peut pas être fait en Allemagne, a déclaré Olaf Scholz à l'agence de presse DPA, dans un entretien diffusé ensuite par son service de presse à l'ensemble des médias. Donc là, quand il dit, voilà, c'est une arme de très grande portée et ce qui est fait en termes de ciblage et d'accompagnement du ciblage de la part des Britanniques et des Français ne peut pas être fait en Allemagne. Vous vous rendez compte, bon, on en revient à ce qui a été dit déjà précédemment. Voilà, sauf que là c'est dit encore un petit peu plus clairement. Donc là c'est un coup de poignard dans le dos des Britanniques et des Français en disant au monde entier, bah vous voyez, il y a des soldats britanniques et des Français pour manipuler les systèmes de missiles en Ukraine, mais nous on ne le fera pas. Ça veut dire que nous on n'enverra pas des soldats allemands en Ukraine. Bon, c'est un petit peu hypocrite parce que des rumeurs, évidemment ça reste des rumeurs, disent que les systèmes patriotes sont utilisés par des Américains et parfois des Allemands. Bon, par des Américains, ça c'est certain. Maintenant, est-ce qu'il y a des Allemands? C'est une rumeur, mais c'est fort possible. Mais bon, bref, c'est toujours intéressant à voir qu'Olaf Scholz ne veut pas être dans le même panier que les Britanniques et les Français en disant ah ben non, nous officiellement, et on vous le promet, non seulement il n'y a pas de soldats allemands sur le terrain en Ukraine, mais en plus vous pouvez être certain qu'on n'en enverra pas. Contrairement aux Britanniques et aux Français. Vous voyez, c'est assez drôle, mais bon. Donc là, vous voyez Sergei Shoigu sur la chaîne Russia News qui fait sa conférence militaire et qui fait le point sur ce qui se passe en Ukraine. Donc c'est une conférence du 27 février. Et bon, bah, je vais vous dire ce qu'il a dit en résumé. Je ne vais pas tout dire parce que c'est beaucoup trop long.
La vidéo dure 10 minutes et 15 secondes, en russe, bien évidemment. Donc je vais vous résumer tout cela. Et aussi, je vais vous ajouter des informations que j'ai eues en même temps de TASS, juste après qu'il ait fait cette déclaration. Donc TASS, c'est l'agence de presse russe. Donc voici ce que dit Sergei Shoigu. Donc Sergei Shoigu a annoncé le 27 février 2024 devant une conférence militaire que depuis le début de la guerre de l'opération militaire spéciale au 24 février 2022, la Russie a tué 444 000 soldats ukrainiens sans compter les blessés. Alors moi j'ajoute que Mediazona et BBC, donc des entités occidentales financées par l'Occident, déclarent que les pertes russes, elles, sont de 44 500 morts et que moi j'estime à 55 000 morts, en comptant tous ceux qu'ils n'ont pas pu compter en réalité. Voilà. Donc maintenant concernant TASS, TASS a annoncé la mort depuis le début de la guerre de 5 800 mercenaires étrangers, donc depuis le début de l'opération militaire spéciale venant de 46 pays qui fournissaient des mercenaires. La plupart de ces mercenaires viennent des pays de l'OTAN. Et 593 de ces mercenaires ont été démasqués et capturés avec une procédure judiciaire contre eux. Enfin, d'après le colonel général Sergei Rutskoy de l'état-major russe, tous les systèmes de l'OTAN, à savoir les lance-roquettes, les radars et missiles, sont contrôlés par des soldats de l'OTAN directement pour des raisons de secret militaire et pour éviter des erreurs pouvant endommager le matériel, voire le détruire. Donc là, nous allons voir un reportage qui dure 2 minutes 15 d'Euronews qui montre les problèmes de recrutement de l'armée ukrainienne que vous connaissez tous déjà. Sauf que là, c'est devenu tellement extrême qu'ils veulent modifier totalement la mobilisation afin que de plus en plus de gens soient mobilisables. Regardons ça. Pénurie de volontaires pour rejoindre l'armée en Ukraine, les campagnes de recrutement n'ont plus l'effet escompté sur la population. Au début de la guerre, il y a 2 ans, il y avait pourtant d'interminables files d'attente devant les centres de recrutement. Mais depuis, l'engouement s'est relâché, en cause l'échec de la contre-offensive de l'été dernier, couplé à la baisse des aides occidentales qui n'encouragent pas à rester optimistes. Перед нами стоїть задача звільнити всю Україну, включно з Донбасом, з Кримом, вийти на кордони 91-го року. Задача амбітна і, на жаль, без додаткової мобілізації, без нових побратимів ми не справимося. Les Ukrainiens ont conscience de la situation compliquée le long de la ligne de front qui s'étend sur 1000 km. Mais la mobilisation n'est pas forcément bien vue. Дуже погано, тому що люди втрачають своїх рідних, а це дуже плачевно. Такого не має бути, тому що примусово мобілізувати людей це не окей. Сідай! Pour autant, de nombreux jeunes rejoignent toujours les écoles militaires qui commencent dès l'âge de 15 ans. We need to fight together to have freedom and to destroy our enemies, such as Russia. My dream is to become pilot. I think I will fly on F-16. It's very possible. Certains conscrits n'ont pas été démobilisés depuis le début de la guerre il y a 2 ans. Le président ukrainien Volodymyr Zelensky voudrait leur permettre de prendre congé. Le but des autorités est donc d'augmenter les effectifs de l'armée, mais les contraintes légales autour du renforcement de la mobilisation font débat au Parlement. Alors là, on regarde un article d'Hindustan Times, qui est un des plus grands journaux indiens. Et que dit ce journal au 29 février 2024 ? La Russie se porte très bien. Le chef de l'armée américaine fait l'éloge des forces de Poutine alors que l'Ukraine s'effondre.
Donc là, il y a une petite vidéo qu'on va pas voir. Dans un rare éloge, le chef d'état-major de l'armée américaine, le général Randy George, a fait l'éloge de l'armée russe. Le général américain a reconnu que l'armée russe s'adapte et tire les leçons de la guerre en cours en Ukraine. Le général George a également averti que l'armée russe ne devait pas être sous-estimée. Voilà, bon, ça c'était assez intéressant à voir venant d'un journal indien qui a repris donc une assertion d'un grand général américain, donc en action, hein, et sur l'armée russe. Vous vous doutez bien que ce genre d'information, on ne va pas vous le dire dans les grands médias occidentaux. Ça pouvait être qu'un média voilà, typiquement indien, africain, etc. Voilà, rien d'étonnant à cela, vous n'apprenez rien en réalité, mais bon, le fait que ça soit dit par un grand journal, c'est toujours intéressant à voir, la vérité enfin. Là, on peut voir le journal Socialist Worker qui parle de la guerre en Ukraine révèle la faiblesse de l'Occident. Les dirigeants occidentaux pensent que la guerre entre l'Ukraine et la Russie est le moyen, le meilleur et le moins coûteux pour protéger ses propres intérêts impérialistes. Alors bon, là, ça vous donne le ton concernant donc l'Occident contre la Russie déjà, mais qu'est-ce qui est intéressant à lire là-dedans? On va pas tout lire, c'est beaucoup trop long. La Russie produit 4 millions d'obus d'artillerie et plusieurs centaines de chars au cours de l'année. Elle recrutera 400 000 hommes supplémentaires cette année sans recourir à une mobilisation à grande échelle, prévoient les responsables ukrainiens. Donc là déjà c'est pour voir l'état de la puissance russe qui est dévoilé par les responsables ukrainiens, hein, c'est pas les Russes qui disent cela. Hein. Mais la chose qui m'a vraiment choqué quand j'ai lu l'article, c'est Zani Minton Beddoes, qui est le rédacteur en chef de The Economist. C'est une femme, hein, Zani Minton Beddoes. Donc elle est le rédacteur en chef du The Economist. Et elle a déclaré à Jon Stewart que aider l'Ukraine, lui donner de l'argent, est le moyen le moins cher possible pour les États-Unis de renforcer leur sécurité. Les combats sont menés par les Ukrainiens, ce sont eux qui sont tués. Sous-entendu, pas nous les Américains. Les États-Unis et l'Europe leur fournissent des armes et ce faisant, nous résistons à Poutine. Vous voyez? Donc là, regardez ce que dit Martin Wolf du Financial Times. Il a dit, nous a pompeusement sermonné que la lassitude de l'Ukraine est impardonnable. Donc l'Ukraine doit continuer coûte que coûte. Hein, c'est ça que ça veut dire. Donc imaginez-vous ce que dit donc le rédacteur en chef de The Economist, cette Zani Minton Beddoes. Vous imaginez un peu que donner de l'argent à l'Ukraine est le moyen le moins cher des États-Unis pour renforcer sa sécurité, donc en gros pour affaiblir la Russie. Et en plus, elle ajoute, les combats sont menés par les Ukrainiens. Ce sont eux qui sont tués. Encore une fois, je le répète, sous-entendu, pas nous, les Américains. Voilà. Et quand elle dit les États-Unis et l'Europe leur fournissent des armes et ce faisant, nous résistons à Poutine, voilà, c'est juste pour affaiblir la Russie. Donc là, c'est dit très clairement par le rédacteur en chef de The Economist. Voilà, c'est complètement honteux. C'est-à-dire, en gros, on est prêt à sacrifier l'Ukraine juste pour affaiblir la Russie. Bon, c'est pas un scoop, hein, tout le monde le savait déjà. Mais là, c'est dit comme ça, très clairement, voilà, par cette femme-là, qui est rédactrice en chef The Economist. Voilà, en toute impunité, sans problème. Comme ça, c'est dit clairement. C'est ce que moi j'appelle un accident journalistique. Parce que normalement, ça, évidemment, on ne va pas le vous répéter dans les grands médias tellement c'est honteux. Mais c'est comme ça. Là, ici, dans un des plus grands journaux américains, c'est-à-dire ABC News, on a « Les États-Unis estiment que la pénurie militaire en Ukraine pourrait devenir catastrophique d'ici fin mars. Le printemps et l'été sont considérés comme une période critique
selon un responsable américain. Au printemps, l'Ukraine sera confrontée à une pénurie potentiellement catastrophique de munitions et de défense aérienne qui pourrait effectivement inverser le cours de la guerre et donner au président russe Vladimir Poutine un avantage significatif selon une estimation interne américaine. S'exprimant sous couvert d'anonymat, j'aime toujours les mauvaises nouvelles, c'est toujours sous couvert d'anonymat, ce qui prouve quand même qu'il n'y a pas beaucoup de courage quelque part. Deux responsables américains ont décrit la fin mars comme une période particulièrement cruciale pour le sort des troupes ukrainiennes si le Congrès n'adopte pas un nouveau projet de loi sur l'aide. Un troisième responsable a déclaré qu'il serait difficile de déterminer exactement quand la situation des troupes ukrainiennes pourrait s'aggraver, mais à noter que les pénuries devraient s'aggraver jusqu'au printemps. La situation commence maintenant et elle ne cesse de s'aggraver au fil du printemps et de l'été. La période dans laquelle nous entrons est donc une période critique, a déclaré un haut responsable américain de la défense. On ne va pas tout lire, on va s'arrêter juste là. L'évaluation américaine intervient près de 2 ans après l'invasion à grande échelle de l'Ukraine et par la Russie, alors que le soutien à l'Ukraine au Congrès et dans l'opinion publique américaine s'estompe. Voilà, donc là c'est tout ce qu'a donné les États-Unis. Et on va juste finir sur la fin. La Russie sera en mesure de poursuivre son assaut contre l'Ukraine au taux d'attrition actuel pendant encore 2 à 3 ans, et peut-être même plus longtemps, écrit l'Institut. Alors c'est l'Institut international d'études stratégiques. C'est eux qui disent cela. Voilà ce qu'on pouvait dire sur cet article qui ne nous apprend strictement rien, qui ne fait que dire des choses qu'on savait tous déjà, bien sûr. Mais bon, c'est dit dans un des plus grands médias américains, ce qui prouve que bon, le mur des réalités est arrivé quand même jusqu'aux médias occidentaux. Bon, ça y est, ils commencent à en parler, tout le monde le sait maintenant. Donc là, on a un article de Ukrainska Pravda du 26 février, et que dit-il ? Le ministre ukrainien des Affaires étrangères demande à l'Europe d'interdire l'exportation de munitions vers des pays autres que l'Ukraine. En raison de la grave pénurie de munitions dans l'armée ukrainienne, le ministre ukrainien des Affaires étrangères Dmytro Kuleba a appelé l'Europe à interdire ces pays d'exporter des munitions vers des pays autres que l'Ukraine. Tous les contrats d'exportation de munitions produites en Europe vers des pays tiers devraient être suspendus et toutes ces munitions devraient être fournies à l'Ukraine. Donc ça veut dire que tous les contrats qu'on passe, que par exemple la France, les Britanniques passent avec des clients étrangers, vis-à-vis par exemple des obus, puisqu'on parle surtout de ça, eh bien ça voudrait dire qu'on les suspende, qu'on dise aux clients « Ah bah attendez, on va plutôt livrer l'Ukraine et vous livrera plus tard ». Alors évidemment, ça veut dire que les pays qui voudront faire cela devront payer des pénalités conséquentes aux clients, en plus de payer évidemment des obus à des prix déjà exorbitants. Voilà. Alors vous doutez bien que ce genre de choses a peu de chances de passer. Faut pas oublier que la France est le 3e exportateur d'armes dans le monde. La France exporte énormément d'armes. Elle a une réputation à tenir. Si elle commence à faire ça pour favoriser l'Ukraine, et ce pour plusieurs années, puisque l'Union européenne prévoit l'aide à l'Ukraine au moins jusqu'en 2030, au niveau des prévisions, voilà, tout du moins concernant la construction d'usines, d'armements, etc., et ainsi que des constructions d'usines en Ukraine. Donc au moins les projets vont jusqu'à 2030. Donc vous doutez bien que les clients, par exemple de la France, vont se dire « Ouh là là, si c'est comme ça en plus pour plusieurs années, pas question que maintenant j'achète des munitions, de l'armement à la France. » Mais c'est valable pour les autres pays européens, bien sûr. Mais bon, encore une fois, la folie européenne avec Thierry Breton et Van der Leyen et Macron, tout est possible. Nous verrons bien. Alors évidemment, vu que ça va de plus en plus mal pour l'Ukraine, il fallait trouver quelque chose pour faire diversion médiatiquement. Et là, qu'est-ce qu'on apprend dans Ukrainska Pravda ?
On apprend un A-50 russe a été abattu avec le système antiaérien S-200. Ça, c'était au 23 février. Donc le A-50, vous savez, c'est le fameux avion type AWACS, mais version russe. Donc c'est un énorme avion. Alors vous vous souvenez qu'il y a un petit moment de cela, Zaloujny avait dit au moment où Zelensky allait à un conseil de sécurité à Munich, la veille, il avait annoncé qu'un A-50 et un Ilyushin 22 avaient été abattus. Bon, il s'avérait que ni l'un ni l'autre c'était vrai, hein. Voilà, par un patriote à ce moment-là. Là maintenant, un A-50 par un S-200. Donc c'est-à-dire un missile de l'ère soviétique qui date des années 60. Ça a été créé dans les années, ça a été mis en opération dans les années 66 en Union soviétique. Donc un très très vieux missile. Bon, évidemment, je suppose qu'il y a eu quelques mises à jour entre-temps, quoi, tout du moins je l'espère. Mais voilà, bon, évidemment, c'est strictement impossible. Mais bon, on balance ça comme ça. C'est comme le précédent A-50 détruit par un patriote. C'est aussi impossible. Mais bon, voilà. Donc, plus l'Ukraine est dans un état absolument terrible, plus elle est effondrée et plus elle arrive à faire des choses extraordinaires. C'est-à-dire, moins elle a de choses, plus elle fait des choses extraordinaires qu'elle était incapable de faire au début ou même un an et demi après la guerre. Voilà. Là maintenant, alors qu'elle est complètement effondrée, a fait des exploits. Bon, évidemment, c'est complètement ridicule. Et sur la carte militaire, je vais vous démontrer pourquoi c'est ridicule. Hein, parce que je vais vous dire la portée du S-200 et je vais vous montrer sur une carte militaire où les Ukrainiens disent l'avoir abattu. Et oui, parce qu'en plus, ces crétins, ils disent même où ils l'ont abattu. Voilà, ce qui est un peu l'équivalent de se tirer une balle dans le pied. Mais c'est pas grave, ils sont tellement en panique qu'ils sont prêts maintenant à inventer n'importe quoi. Et vous allez voir, c'est pas fini. Là, dans cet article, toujours du Ukrainska Pravda, donc au 29 février, plus récent, qu'est-ce qu'on apprend? Les forces de défense ukrainiennes ont abattu 2 autres avions russes Sukhoi 34. 3 avions abattus le 29 février. Donc, en un seul jour, ils ont abattu 3 Sukhoi 34. Ils font partie des avions parmi les meilleurs avions de chasse russes. Alors attendez, c'est pas fini, hein. Bon là, blabla, on vous dit, voilà, donc là à Mariupol, hein, voilà, il y a 2 autres, un Sukhoi 35 sur le front d'Avdiivka et carrément à Mariupol en tant qu'affaire. C'est-à-dire carrément dans le fond du territoire russe, hein, carrément. Mais bon, mais alors attendez, regardez. Compte tenu des informations actuelles, au 29 février, les forces de défense ukrainiennes ont abattu 13 avions russes depuis le début du mois. Depuis le début du mois. Ils sont trop forts. Ils sont trop forts. En réalité, ils n'ont abattu aucun avion. 0. Absolument 0. Ils ont abattu aucun avion, les Ukrainiens. Alors, quand je dis aucun avion, tout du moins, type A-50, Sukhoi 35, Sukhoi 34, ils en ont abattu aucun. Aucun. Voilà. Et je parle depuis le début de la guerre, hein. Attention, je parle depuis le début de la guerre. En réalité, ils n'en ont abattu aucun. Et ça, je peux vous le confirmer. Parce qu'à chaque fois qu'ils ont annoncé ce genre de choses, c'était complètement délirant comme annonce. Voilà, c'est toujours mensonger. Enfin bref, passons à autre chose. Là, on a un article de BBC News qui date du 27 février. Et que nous dit-il? Nord Stream, le Danemark clôture son enquête sur l'explosion d'un pipeline. Alors évidemment, pourquoi je vous montre ça, c'est que ça fait suite à la Suède qui a clôturé, il y a peu de temps, aussi son enquête sur le pipeline, les pipelines Nord Stream. Et la Suède avait conclu dans son enquête, on ne sait pas, on n'a rien appris, on n'a pas de conclusion. Le Danemark fait strictement la même chose. Il conclut, on ne sait rien, on n'a rien absolument, rien trouvé, on ne sait pas.
Voilà, donc là c'est dit pour la Suède, et c'est dit là pour le Nord Stream 1 et 2. Voilà, on ne sait pas, on ne sait rien. Voilà. Maintenant, il n'y a plus que l'Allemagne qui continue l'enquête. Voilà, il y en avait 3, il n'y a plus que l'Allemagne. Voilà, puisqu'ils ont interdit à la Russie de mener leur propre enquête. Donc il n'y a plus que l'Allemagne maintenant, et l'Allemagne va certainement conclure à la même chose. Vous vous doutez bien que l'Allemagne va pas dire ah bah ce sont les États-Unis, on a bien trouvé qui était le coupable. Bon, voilà. Sachant qu'évidemment c'est la zone la plus surveillée du monde au niveau naval. Hein. Voilà, c'est la zone la plus surveillée du monde. Rien ne passe inaperçu. Hein. Faut pas oublier qu'en plus, il y a quelques années, la Suède avait déjoué une explosion de Nord Stream, un sabotage. Ils l'avaient déjoué parce qu'ils avaient tout détecté. Ils ont tout un tas de radars, ils l'ont détecté et ils ont pu déjouer un sabotage. Donc en plus, il y avait déjà un précédent. Donc ce qui veut dire qu'il y a des années, ils avaient déjà renforcé la surveillance des Nord Stream. Parce que c'est tellement stratégique. Mais bon, vous voyez là, le Danemark, voilà. Donc Suède, Danemark, Norvège, Angleterre, tout cela sont des pions complets, des laquais complets des États-Unis, mais absolument sans surprise. Voilà, un dernier article, Ukrainska Pravda du 26 février. La Russie dévoile un système de défense contre les drones pilotés par intelligence artificielle. Donc l'agence de presse RIA Novosti, proche du Kremlin, affirme que la Russie a développé un système complet de défense contre les drones appelé Stupor, qui peut fonctionner de manière autonome selon RIA Novosti, citant les ingénieurs de Stupor. Les systèmes de défense et de détection de drones Stupor ont été testés dans le nord de la Russie à moins 20 degrés Celsius. Les développeurs ont déclaré qu'ils pouvaient détecter et supprimer les drones en utilisant plusieurs méthodes. L'entreprise affirme que le système intègre une intelligence artificielle lui permettant de fonctionner sans opérateur humain. Le système serait capable de détecter des cibles à une distance de plus de 5 km et de les intercepter dans un rayon de 2 km, comme le rapportent les développeurs. Voilà, ça c'était sur le dernier armement russe qui vient de sortir. Et maintenant on va passer à la conclusion. Alors en conclusion, les Russes avancent sur tout le front, comme toutes les semaines, je vous dis la même chose, mais ils avancent de plus en plus vite. Alors, on ne peut pas percer sur tout le front, par contre, on peut parler de percer sur Avdiivka. Sur Avdiivka, ils ont tellement avancé qu'on peut appeler cela une percée. Alors, les Russes ont eu la bonne surprise de ne rien trouver qui les gêne sur leur passage. Il n'y a aucune ligne de défense. Donc là, ils sont comme sur une autoroute. Et je parle pour l'ouest d'Avdiivka, pas pour le reste du front. Mais bon, les Occidentaux, eux, sont toujours dans l'expectative. Ils ne savent toujours pas, bien évidemment, où va être la grande offensive russe. Vers Kupiansk, vers Avdiivka, vers Zaporojye. On ne sait pas, voire même sur Kherson, on ne sait pas. Alors moi, personnellement, j'exclus une arrivée amphibienne de la mer Noire sur Odessa pour faire une percée côté maritime. Ça, je n'y crois pas parce que c'est trop dangereux pour les Russes. Par contre, je pense qu'Odessa sera prise à la fin. C'est-à-dire, et attention, ce n'est que mon avis, hein, je vous l'ai déjà dit la semaine dernière, pour moi, l'offensive viendra du nord, parce que c'est là où stratégiquement c'est le plus pratique, c'est là où il y a le plus de forces concentrées en hommes, en chars et en véhicules blindés, c'est-à-dire entre la ville de Kupiansk et la ville de Liman, dans l'oblast de Kharkov. Pour moi, c'est là où c'est le plus facile de descendre en fondant sur l'armée ukrainienne. Est-ce que les Russes feront cela ? On ne sait pas. Autre information, on a Sergei Shoigu qui nous apprend que depuis le 24 février 2022, l'armée russe a fait 444 000 morts côté soldats ukrainiens, que depuis le début de l'opération spéciale, ils ont fait 5800
mercenaires morts. Ils ont tué 5800 mercenaires étrangers. Voilà, donc c'est absolument énorme. N'oublions pas qu'il y a peu de temps, 60 mercenaires français ont été tués par un lancement de missiles Iskander-M. Donc la Russie s'en était plainte à l'ONU, la France avait répondu, mais non, c'est pas des mercenaires étrangers français, non, non, c'est juste des volontaires français, ils sont venus là comme ça, volontairement. Voilà. Alors maintenant, ces volontaires français, pourquoi étaient-ils concentrés en un seul point? Pourquoi il y en avait autant en un seul point? C'est étonnant pour des volontaires, parce qu'en général, les volontaires, bah justement, c'est des volontaires étrangers qui ne se connaissent pas. C'est étonnant tout d'un coup qu'ils s'organisent de telle manière que on a l'impression qu'il y a un État derrière. C'est étonnant que tous ces mercenaires soient si organisés et se soient donné un point de rendez-vous. C'est fou, hein? Bref, bien sûr que ce sont des mercenaires français. Mais bon, bref, passons. Donc, autre nouvelle, la grosse nouvelle, c'est ce qu'avait déclaré Macron, bien entendu, où il s'est fait ridiculiser par le monde entier, où encore une fois, il a fait du Macron et balancé un truc en pure improvisation. Il y a eu un retour de bâton absolument terrible de la plupart des chefs d'État européens, et principalement d'Olaf Scholz, qui non seulement lui a mis une claque en disant que non, non, il n'y aura jamais de troupes otaniennes qui ira en Ukraine, mais en plus, on n'enverra pas de missiles Taurus, contrairement aux Britanniques et aux Français. Et en plus, et alors là, c'est le pire du pire, Olaf Scholz rajoute, en plus, il y a déjà des forces britanniques et françaises qui opèrent les systèmes de missiles en Ukraine, évidemment respectivement britanniques et français, bien évidemment. Et nous, on va pas faire comme eux, hein. Nous, on fera pas comme eux. Nous, on veut pas être belligérants, on veut pas participer à l'escalade avec la Russie. Donc nous, non seulement il n'y a pas de troupes allemandes en Ukraine, mais vous pouvez être sûr que jamais nous n'enverrons de troupes en Ukraine. Voilà. Donc vous imaginez ces 3 claques d'affilée, particulièrement sur Macron, et accessoirement sur l'Angleterre. Voilà. Donc ça fait mal. Le revirement d'Olaf Scholz fait mal, alors que ces derniers jours ou ces dernières semaines, il nous a habitués à un ton jusqu'au boutiste concernant l'aide à l'Ukraine. Et là, sur les choses importantes, non seulement il arrête, c'est-à-dire sur les missiles, mais en plus il balance ses copains, carrément. Donc, évidemment, ça met les Anglais et les Français en position très délicate, même si les Russes le savaient déjà, hein, les Russes n'apprennent strictement rien. Vladimir Poutine l'a dit à plusieurs reprises, là, Monsieur Lavrov l'a dit à plusieurs reprises aussi, donc il n'y a pas de scoop, tout le monde le savait, mais sauf que là, c'est dit de manière officielle et au monde entier. Et c'est ça qui est le plus terrible. Parce que là, Olaf Scholz, il assume ses propos. Ça fait très 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 mal. Bon, ensuite, bien évidemment, on a l'Ukraine qui est en plein effondrement. Et j'ai envie de vous dire, plus le temps passe, plus elle est en effondrement. Parce qu'en attendant, les décisions, par exemple, du Congrès américain qui bloque toujours le budget, les soldats le savent très bien. Donc déjà qu'ils étaient en mode moral très bas, là, imaginez-vous, ils n'ont plus de morale. Et les nouvelles recrues, les 500 000 nouvelles recrues dont l'Ukraine a besoin et qu'elle demande, les jeunes ne veulent pas y aller. Parce qu'ils savent qu'ils vont mourir et pour rien. Je viens de vous montrer là, la énième vidéo qui le prouve. Là, c'était dans cette vidéo que je fais, je vous ai montré Euronews. Mais bon, c'est sans fin. Je vous en ai montré des dizaines des vidéos comme ça. Des dizaines. Et je vous ai montré des soldats ukrainiens qui revenaient du front et qui ont même parlé à la télé ukrainienne, dénonçant tout cela, le côté vain de la chose. Donc, rien de nouveau à ce niveau-là. Et évidemment, comme l'Ukraine est plus bas que terre, en plein effondrement, plus elle est en effondrement,
plus elle annonce des choses extraordinaires. Donc plus elle est faible, plus elle annonce des exploits. Vous voyez la contradiction totale. Donc on a eu Zaloujny qui annonçait un A50 et un Ilyushin 22 détruits. Au final, rien n'était vrai pour les deux. Et toujours à la veille d'un événement. Voilà. Et là, pour Zelensky, qui est toujours par Mons et par Vaux, bah, tant qu'il est chez des voisins, à réclamer, à quémander comme d'habitude de l'armement et des financements, et bien là, comme par hasard, on a 3 Sukhoi 34 détruits en une journée, le 29 février, en une journée. Donc, il y a des annonces comme ça sort de nulle part, il n'y a jamais aucune preuve qui est donnée. Le problème, c'est que, bon, qu'on donne pas des preuves concrètes tout de suite, je veux bien le comprendre, mais la chose, c'est que c'est comme l'histoire de Pierre et le loup. À force de crier au loup et que c'est pas vrai, au bout d'un moment, on perd toute crédibilité. Les Ukrainiens, étant donné que chaque annonce qu'ils font, je dis bien chaque annonce de destruction, j'ai envie de vous dire à 100% depuis 2 ans, ils ont toujours systématiquement menti. Comment voulez-vous croire tout ce qu'ils disent? Puisqu'ils mentent systématiquement, allez, à 99% pour être gentils. Comme ils mentent systématiquement, voilà, et que les Russes mentent quasiment jamais, dans les faits, c'est pas être pro-russe de dire ça, hein. Ce sont les faits. Puisque les ministères de la Défense russe, quand ils annoncent quelque chose, c'est toujours avec énormément de prudence. C'est comme à chaque fois qu'ils prennent un village, une ville, ils attendent que ça soit du 100% avant de l'annoncer, contrairement aux Ukrainiens. Alors attention, je parle du ministère de la Défense russe, hein, je ne parle pas des blogueurs russes. Attention, il faut bien faire attention à ça, hein, parce qu'il y a une grosse différence. Hein. Alors il est vrai que moi, je lis les rapports Telegram de grands blogueurs russes très connus principalement, mais pas que. Hein. Je lis aussi Colonel McGregor, Scott Ritter, et d'autres, évidemment, Simplicius the Thinker, Alexander Mercouris, quoi, les plus grands, quoi. History Legends, qui est un Français d'ailleurs. Donc voilà, les grands noms reconnus par tous, quoi. Au niveau international, j'entends. Voilà. Donc, évidemment, ils peuvent dire des bêtises, hein, bien sûr. Mais en tous les cas, quand ça vient des Ukrainiens, c'est systématiquement du grand n'importe quoi. C'est systématiquement du mensonge. Et en plus, ça vire au grotesque. Bon, allez, j'arrête là, vous m'avez compris. Donc, tout extrêmement sombre côté ukrainien, comme cela doit être. Il ne peut en être autrement. Ça ne peut là on arrive, c'est les derniers soubresauts du cadavre. Bien évidemment, l'Ukraine est à l'agonie totale et les journaux occidentaux ne se rendront compte de l'inutilité de donner du financement en argent et aussi de l'armement à l'Ukraine que quand la Russie, je pense, aura envahi la moitié de l'Ukraine. Là seulement, ils se diront, ah ouais, là peut-être que la Russie a gagné, là. Ah là peut-être que c'est fini, là. Ah ouais, est-ce qu'on va quand même envoyer de l'armement, des financements? Ah, là peut-être qu'on va y réfléchir. Voilà. De toute façon, les médias occidentaux, c'est comme ça. C'est comme ça. Il y a un narratif, ils doivent s'y tenir. Le mur des réalités, eh bien, ils ne comprennent le mur des réalités que quand ils s'écrasent sur ce mur. Mais ils ne voient jamais venir le mur. Faut qu'il s'écrase la face dessus pour qu'il s'en rende compte, uniquement. Voilà, et c'est toujours été comme ça. Voilà ce qu'on pouvait dire en conclusion. Maintenant, on va passer à la carte militaire. Alors, voici la carte militaire. Alors, on va se débarrasser tout de suite du point ridicule qui vient de sortir ukrainien, c'est-à-dire d'avoir détruit un deuxième A50, donc un Beriev A50 qui est l'équivalent AWACS côté russe, donc ici, donc entre le Rostov-on-Don et Krasnodar, donc voilà, près de la ville de Kushosavkaya, voilà, donc ce serait là que l'A50 aurait été détruit,
par un S-200, comme on l'a vu dans le journal ukrainien. Bon, alors il y a 6 types de S-200. Alors en imaginant que les Ukrainiens, et comme par hasard, les S-200, on va dire, qui ont la portée la plus grande, c'est-à-dire 300 km, et je vous rappelle que quand on donne une portée maximale, c'est la portée théorique maximale, dans l'idéal. Évidemment, c'est jamais l'idéal, surtout en pleine guerre. Alors maintenant, on va regarder les distances. Donc en imaginant qu'un S-200 soit carrément placé près de la ligne de front, on va dire ici, au plus près, là, voilà, on a 290 km. Donc, c'est faisable, mais c'est extrêmement improbable. Pourquoi c'est extrêmement improbable? C'est qu'est-ce que ferait un système antiaérien tout proche de la ligne de front? Là, en plus, je le mets à l'endroit idéal, c'est-à-dire le plus proche. Donc, on pourrait le mettre ici aussi. Mais ça n'existe pas. On met jamais de système antiaérien près de la ligne de front, sinon il se fait immédiatement détruire. Alors, je vous explique pourquoi on met jamais de système antiaérien près de la ligne de front. Parce que près de la ligne de front, c'est la zone la plus surveillée. Et quand vous êtes près de la ligne de front, ben, non seulement, bien évidemment, il y a les satellites, les avions de reconnaissance qui peuvent le voir, mais aussi les drones de reconnaissance. Parce que comme c'est pas loin de la ligne de front, il y a des drones spécifiques de reconnaissance, hein, pas des drones qui lâchent une bombe, donc qui peuvent avoir 200-300 km de portée pour des bons drones de reconnaissance. Voilà, des fois 100-120 km, suivant évidemment le type de drone. Il y en a beaucoup de types de drones. Mais quand vous êtes à côté comme ça, alors on va regarder encore. Là, je prends ici par exemple, là, il n'y a que 14 km. Voilà. On met un système à l'abri des tirs d'artillerie au minimum. C'est-à-dire qu'on met un système à peu près ici, 60 km, et ce serait le minimum. Donc si on prend par exemple Poklos-Vauquier ici, donc voilà, et je vous parle du minimum, hein. Là on est à 316 km par rapport au maximal théorique. Donc bon, c'est pas possible, c'est ridicule, et même un système ne serait pas aussi près parce qu'il est trop visible par les avions de reconnaissance et aussi par les drones. Et aussi parce que là, je vous ai dit pour être à l'abri de l'artillerie, mais là, vous n'êtes pas à l'abri des drones de reconnaissance, des avions de reconnaissance. Ça se voit comme le nez au milieu de la figure, c'est trop près de la ligne de front, c'est trop surveillé ici. Bref, c'est une assertion ridicule, bien évidemment, en imaginant en plus que ça soit pile le type de S-200 qui a la portée la plus grande, en plus. Et je vous rappelle que 300 km, c'est le maximum théorique. Hein, vous vous doutez bien qu'en pratique, faut enlever 40-50 km, à peu près, en pratique. Voilà, bon bref, un mensonge supplémentaire. Je vous parle plus de Krinky qui est ici parce que c'est fini, ça y est, les Russes ont balayé Krinky. Alors là où ça bataille, c'est là dans la zone d'Orirov, hein, comme d'habitude, hein. Alors pourquoi j'ai mis une épingle là? C'est parce qu'il y a eu une avancée relativement importante par rapport à précédemment. Donc je vous ai mis une épingle ici. Donc en gros, la semaine dernière, ils étaient là. Là, ils ont avancé de là. Bon, c'est peu, hein. Voilà, donc d'après les blogueurs russes, Rabotino est prise. Alors je vous rappelle la notion de prise, hein, parce que il y en a qui mélangent un petit peu. Quand les Russes passent sur une ville, veut pas dire que les Russes ont prise la ville. Ils n'ont fait que passer. Alors peut-être qu'entre-temps, ils ont détruit les Ukrainiens, mais ce n'est pas une prise. Ce n'est pas une prise de ville. Donc les blogueurs russes, il y en a qui sont un petit peu optimistes et que
Quand ils disent que Rabotino a été prise il y a longtemps, non, Rabotino n'a pas été prise il y a longtemps. Par contre, les Russes contrôlaient plus ou moins la zone, mais la ville n'est pas prise. Là, une ville ou un village est pris que quand il y a des troupes qui restent en permanence et qui ne peuvent plus être délogées. Là, oui, la ville est prise ou le village est pris. Sinon, ce n'est pas pris. Voilà. Donc, alors pourquoi je vous ai mis aussi ce symbole rouge? Là, ça veut dire que c'est les zones de combat intenses, hein. C'est pour ça qu'il y a ce symbole. Là, ça veut dire que les Russes ont beaucoup avancé. Si c'était les Ukrainiens, le symbole aurait été bleu ou jaune. Mais bon, là, c'est les Russes, donc c'est rouge et ils ont bien avancé. Là, le petit rond bleu montre que c'est une forteresse. C'est la dernière forteresse sur le front. Je dis bien sur le front. Voilà, il n'y en a plus d'autres des forteresses. En vraie forteresse, j'entends, hein. Donc là, ils ont fait une petite avancée. J'ai laissé, bon, j'aurais pas dû le mettre parce que bon, l'avancée est trop petite, mais bon, quelques centaines de mètres, mais c'est en ville. Alors comme c'est en ville, on va dire que ça a plus de mérite qu'en plein champ. Donc il y a une petite avancée russe, toujours pareil, symbole rouge pour dire que là, ce sont des zones intenses de combat. Sur Ougledar, les Russes n'avancent plus. Ils ont plus ou moins laissé tomber l'avancée. Là, à mon avis, donc ils cherchent à prendre Ougledar sur le flanc nord, comme je vous l'ai dit la semaine dernière. Mais apparemment, ils sont plutôt en position de défense sur toute cette ligne. Alors, c'est de la défense active, hein, comme ils disent. C'est-à-dire, s'ils voient une opportunité d'avancement, ils avancent, ils écrasent l'ennemi. Mais sinon, si les forces restent pareilles, ils restent en défense. C'est ça la défense agressive. Là où c'est le plus intéressant, là vous voyez, j'ai mis 3 épingles rouges. Alors pourquoi 3? C'est parce que là, il y a eu des avancées énormes par rapport à la semaine dernière. Quand je mets la zone jaune, c'est là où étaient les Russes, la zone de front russe la semaine dernière. En une semaine, ils ont pris tout ça. Ils ont pris tout ça. Donc au niveau d'Avdiivka. Donc là, vous voyez là, le fameux petit village de Stepové, où les Russes, pendant des semaines, ils n'arrêtaient pas d'y entrer, de sortir, d'entrer, de sortir, mais Stepové n'était pas totalement prise, dans le sens avec des troupes qui restent. Là, ça fait quelques semaines, on va dire, ça fait peut-être 2 semaines ou 3 semaines que Stepové est prise avec des troupes russes qui restent dans la ville, je dis bien qui restent. Stepové, donc c'est une zone qui, on peut pas dire grise, parce que elle était sous contrôle russe, mais non pas prise par les Russes. C'est-à-dire que les Russes, ils avançaient, ils reculaient pour prendre Verdichi. Donc ils passaient par Stepové, parce que les routes passent par Stepové, mais la ville n'était pas prise, mais par contre elle était sous contrôle russe. Parce que les Russes étaient là avant, ils n'arrêtaient pas de bombarder, donc évidemment, ils ne pouvaient pas être sous contrôle ukrainien. Donc c'est sous contrôle russe, mais pas pris par les Russes. Là, ça fait environ non, plus que ça, ça fait 3 semaines, 1 mois que Stepové est prise par les Russes en réalité. Je dis bien prise, hein, cette fois, hein. Voilà, donc là, Berdichi, on peut dire qu'elle est quasiment prise par les Russes, mais elle ne l'est pas encore. Les Russes ont le contrôle, mais ils n'ont pas la prise encore de Verdichi. Cela viendra, bien sûr. Donc vous voyez, l'avancée est absolument énorme, là, côté russe. On peut appeler ça une percée. Là, à ce niveau-là, on peut appeler ça une petite percée. Voilà. Bon, sinon, sur le reste du front, là, ça combat toujours, hein, la zone de Sivelsk, un chaudron qui dure et qui dure et qui dure. Bakhmout, rien ne s'est passé de bien spécial. Alors, évidemment, les Russes veulent atteindre Tchassivyar, qui est vraiment le verrou à atteindre. Ivanivskié, ils avancent petitement, mais ils n'ont pas pris la ville encore. Le but, c'est d'atteindre Tchassivyar, hein. Une fois que Tchassivyar sera pris, là je peux vous dire que ça va être un peu comme Avdiivka, en moins puissant bien sûr.
C'est-à-dire que là, ça va jaser beaucoup dans les médias. Quand Chassivière va être pris, ça va beaucoup jaser dans les médias, hein, beaucoup. Et ça va être encore une fois un énième coup pour le moral des Ukrainiens, parce que ça, c'est un verrou important qui va permettre aux Russes d'aller jusqu'à la prise ultime de Kramatorsk et Slaviansk, prise ultime qui, pour moi, quand Kramatorsk et Slaviansk sera prise, comme je vous le dis depuis plus d'un an et demi, c'est le Graal. Pour moi, je dis bien pour moi, ça signera la fin de la guerre. Parce que, pourquoi je vous dis ça? Parce que les grosses troupes ukrainiennes étaient là. Tout était concentré là. Parce qu'évidemment, toute la nation envoie ses troupes ici, dans toute cette zone, hein, et très peu dans le sud. Parce que le sud est déjà bien pourvu en troupes. Mais donc ils n'arrêtent pas parce que la chair à canon, elle est envoyée là. C'est là où ils meurent le plus, c'est dans toute cette zone que les Ukrainiens meurent le plus, c'est dans toute cette zone. Là, ils meurent le plus ici. Donc quand ça tombera, ce sera fini pour moi. Il y aura plus vraiment il y aura plus de résistance ailleurs dans le pays parce que tout est là. Tout est là. Voilà. Ça ne reste que mon avis et voilà ce qu'on pouvait dire sur la carte militaire. Voilà, c'est fini. Si cette vidéo vous a plu, n'oubliez pas un petit pouce, un abonnement, un commentaire, c'est important pour moi. Éventuellement un petit don, lien dans la description si mes vidéos vous plaisent, bien sûr. Merci à tous de votre soutien à cette chaîne qui s'appelle Réinformation sur le monde sur YouTube et Analyse du monde sur Odyssée et Rumble. Merci encore à tous et toujours, soyez curieux.